Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'édition de chaque dimanche qui reçoit ce soir comme invité Monsieur Amadou Harouna Mega. Il est le président, il est le coordinateur du comité de ressortissants de la région de Tillabéri. Avec lui, nous allons passer au peigne fin, donc la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans cette partie de notre pays, les conséquences et les mesures qui s'imposent. Le temps de revenir avec notre invité, l'actualité dans nos régions et des armes lourdes découvertes dans des grottes sises à une cinquantaine de kilomètres au nord-est d'Arlit. Selon nos confrères de Air Info, ce sont les éléments de la garde nationale du Niger qui ont fait la découverte. Explication avec Ibrahim Manzo Diallo, il est journaliste à Air Info. Effectivement, je vous confirme que c'est deux armes lourdes qui ont été découvertes dans des grottes à 50 km au nord-est d'Arlit. Ces armes lourdes, c'est d'abord une arme qui a 9 canons, ce qu'ils appellent LRM, lancement de multiples roquettes, quoi. Donc c'est 9 canons, et puis il y a une autre qui se trouve sur un trépied aussi, c'est une arme lourde. Donc curieusement, ces armes ont été découvertes la nuit, c'est-à-dire la nuit du 26 au 27 mars, dans des grottes à Arlit. Et ceux qui ont mené cette investigation, c'est les gardes républicains, la garde nationale du Niger basée à Arlit, qui a fait cette découverte terrible, quoi. Parce que les gens, il faut le dire, le Nord a été toujours le théâtre de plusieurs pugilats, de plusieurs mouvements armés, mais de là à découvrir des armes lourdes cachées à seulement 50 km d'Arlit, vous voyez, c'est très dangereux. Les investigations sont en cours tant du côté des forces de sécurité que de notre côté aussi. On ne sait pas à qui appartiennent ces armes, mais je peux d'ores et déjà vous dire que le septentrion nigérien, tout le monde le sait, c'est une passoire pour les trafiquants de drogue. C'est des trafiquants de tout acabit qui écument le nord du Niger. Et ces armes peuvent avoir été déposées sûrement par un groupe d'individus armés non étatiques qui voulaient en faire un usage. Selon mes investigations propres, moi je pense que ces armes, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Elles sont cachées là, mais elles doivent sûrement dater de quelques années, où surtout, il faut le rappeler, l'effondrement de la Libye a fait en sorte que tout le désert nigérien, tout le Sahel, dirais-je, est devenu une poudrière. Des gens ont volé des armes, des grosses armes, des armes lourdes, et ils les ont enterrées un peu partout pour leur permettre de faire, si vous voulez, des trafics de drogue, des trafics en tout genre. Peut-être l'enquête le démontrera. Je pense que ces armes appartiennent à ces groupuscules d'individus qui ne veulent pas du tout être en accord avec la loi, qui veulent toujours être en rupture avec la République, avec le banc de la République. Et ces gens-là, c'est eux qui font, c'est-à-dire ces caches d'armes. Et ça tombe à pic parce que, vous vous rappelez, il y a 17 tonnes de drogue qui ont été saisies à Niamey dans un entrepôt. Eh bien, ces 17 tonnes de drogue transitent par Agadez, par la région de l'Agadez, avant d'échouer en Libye ou en Algérie. Je ne suis pas devin pour le dire, mais quand même, je pense que ces armes servent à protéger les passages de trafic de drogue. Les armes, c'est ce qu'on a toujours fustigé, les armes circulent au Niger. Il ne faut pas se leurrer, il faut le dire. Il faut que les acteurs de la société civile montent au créneau pour fustiger le fait que les armes circulent dans ces pays. C'est très dangereux et ça risque franchement de porter un rude coup à la stabilité des pays comme le Niger, comme le Mali. Et ce qui est en cours au Nord Mali risque de se poser aussi au Niger. Tant qu'on ne contrôle pas le flux de ces armes qui circulent dans ce pays, on n'est pas sorti de l'auberge.
De la région d'Agadez, cap sur la région de Tillabéri, plus précisément dans le département de Gotei, en mission dans la zone, une équipe de la radio et télévision Labari s'est intéressée aux revendeuses du riz du marché de Gotei. Le reportage est signé Balkissa Tahirou. Nous sommes ici à Goti, un département situé à 80 km de Niamey, une commune qui dispose d'un important marché hebdomadaire qui s'anime tous les lundis. Une des particularités de ce marché, la vente du riz produit localement et revendu par les femmes du terroir. Leurs efforts contribuent incontestablement au bien-être de la population. Cependant, malgré leurs efforts, ces braves femmes rencontrent des difficultés, notamment pour transformer le riz avant de le revendre. Des difficultés qui constituent un frein au développement de leur activité. Nous achetons le sac de riz à 18 000 francs et les moyens utilisés pour décortiquer le riz nous coûtent 750 francs. Nous revendons la tasse à 275 francs. Parfois, on s'en sort avec un bénéfice de 500 francs, voire 1000 francs. Dieu merci, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu dans ce commerce malgré les difficultés rencontrées. Après avoir décortiqué le riz, nous le revendons au marché. Le marché n'est pas florissant ces temps-ci car la clientèle est rare. La tasse du riz est vendue à 275 francs. Cette activité nous aide à subvenir à nos besoins quotidiens. Le prix du sac de riz s'élève à 18 000 francs. Avant d'avoir le produit fini, on utilise des moyens qui s'élèvent à 1 000 francs. Les clients viennent s'en procurer à tout moment. Dans cette activité, nous arrivons à gagner notre pain. Ainsi, cette activité génère des ressources aux femmes de Goti pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Ces dernières pourraient être mieux organisées pour développer davantage cette activité. Pour ce faire, les autorités et particulièrement les femmes leaders doivent aussi créer des conditions visant à améliorer le cadre du travail, ne serait-ce qu'à travers des projets et autres programmes de développement. Du sport, avant l'invité de ce journal, coup d'envoi hier après-midi au stade municipal de Niamey du championnat national de football féminin. 15 équipes prennent part à cette compétition scindée en 2 phases. Retour sur un match de la première journée qui s'est soldé par la victoire de l'AS Police contre l'équipe de l'AS Garde nationale. AS Police en blanc et AS Garde nationale en rouge, c'est le choc de la première journée du championnat national du football féminin lancé ce 27 mars 2021. Une rencontre pleine d'engagement qui a finalement tourné en faveur des policières. 1-0 à la fin du temps réglementaire. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. On avait vraiment préparé ce match-là, surtout qu'on peut dire que c'est notre bête noire. L'AS Garde, on avait préparé ce match-là avec un seul cœur et voilà que les filles l'ont fait. Vraiment, on est satisfait de ce match. Qu'est-ce que vous en pensez de ce premier championnat national féminin qu'organise la FENIFOOT? Je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. Nous, on a déjà demandé, fatigué. Dernièrement, on s'était même découragé. On s'était dit que ça ne va jamais arriver au Niger, mais finalement, c'est fait. On est vraiment très fiers de la Fédération nigérienne de football. On prie beaucoup pour qu'ils puissent continuer dans ce sens-là. On a commis beaucoup d'erreurs au milieu du terrain. Moi, je pense que c'est vrai, l'erreur est humaine, mais l'erreur vient du milieu du terrain. Alors, en tant que joueuse, comment vous avez accueilli ce premier championnat national féminin? Vraiment, c'est abordable. On a beaucoup apprécié. Et chaque début a été difficile aussi. On espère évoluer dans les prochains matchs, Inch'Allah. C'était quand même un rêve pour toi de découvrir ce championnat? Oui, depuis longtemps. Parce qu'on n'a même pas pensé qu'on va
le championnat national féminin va démarrer au Niger. On ne l'a jamais espéré. Mais Dieu merci, avec le temps, c'est venu. Pour la commission football féminin de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, la tenue d'un vrai championnat national de football féminin a été possible après plusieurs formules de regroupement. Nous avons expérimenté donc, plusieurs formules. Donc l'organisation du championnat de football féminin. Nous avons expérimenté une formule donc, régionale pour venir donc, à un regroupement national donc, à Niamey. Cette fois-ci, je pense qu'on a organisé donc, un championnat zonal qui va permettre effectivement de prendre en compte certains paramètres. Et donc de localité, de résidence par rapport aux filles. Vous savez, nous sommes dans un pays musulman. Il faut prendre encore d'abord, et surtout que ce processus-là a été organisé en tenant compte de la scolarité des enfants. Donc les périodes donc, de compétition, c'est les vacances, et donc les vacances de Pâques et les vacances, les grandes vacances. Et cela aussi permet donc aux enfants d'être plus proches donc, de leur région. Donc les matchs vont se faire donc, en déplacement. Une vraie compétition, comme ça se fait donc, dans toutes les commodités que présente donc, le football en général. Donc, ça va se faire donc, en aller-retour. Donc, chaque club va se déplacer dans la zone dans laquelle l'équipe a été donc, programmée. Scindé en deux phases, celle préliminaire et finale, le championnat national féminin 2021 est destiné aux équipes féminines enregistrées dans le système Niger Football Connect 2020-2021. Toutes les équipes participantes ont reçu un lot d'équipements de la part de la FENIFOOT. Je l'ai annoncé au début de cette édition que nous avons ce plateau un invité, c'est M. Amadou Harouna Mega. Il est le coordinateur du comité des ressortissants de la région de Tillabéri. Monsieur le SG, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons revenir sur la sortie de ce comité de ressortissants de la région de Tillabéri qui est intervenu, donc la sortie qui a eu lieu hier plus tôt. Alors, monsieur le SG, la première question, elle est naturelle vraiment. Comment se présente actuellement la situation dans cette partie de notre pays? Vous avez eu à effleurer beaucoup de choses dans votre sortie médiatique, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Quelles sont les grandes lignes de cette sortie? Très bien. Alors, pour parler de la sortie d'hier, le point de presse que nous avons animé, c'est pour effectivement que les gens comprennent la situation d'une manière générale de la région de Tillabéri relativement donc, à cette insécurité. La situation est très, très, très alarmante. Moi, je ne sais même pas comment il faut qualifier ça. Le moral de tout le monde est au bas de l'échelle. Tout le monde est découragé, tout le monde ne sait comment faire, comme on dit, ne savent pas à quel sein se vouer. Parce qu'il n'y a pas d'assistance. Et lorsque même il y a une attaque, 2 ou 3 jours après, les autorités, si elles se rendent sur place, c'est quoi? C'est d'amener 100 000 francs, 200 000 francs, pour plus quelques sacs de vivres. Mais ce n'est pas de ça que les gens ont besoin. Les gens ont besoin qu'on les sécurise. Il faut déployer en nombre les FDS dans la région. Et lorsque les FDS arrivent dans la région, il faut que véritablement qu'ils fassent le travail pour lequel elles ont été déployées. Malheureusement, il faut le dire, et je profite de votre plateau d'ailleurs, il faut dire que la présence des FDS dans la région, elle est là. Les FDS sont là. Mais devant leur nez, tout cela se passe. Vraiment, leur présence, elle est dissuasive. Les gens, quand ils voient les FDS, ils sont un peu soulagés. Mais véritablement, il n'y a rien qui se passe. Vaut mieux ne même pas leur présence. Parce que là, on va dire qu'il n'y a que Dieu qui nous protège. Vous voyez? Donc la situation est vraiment alarmante. Les gens sont complètement découragés. Le moral est très bas. Les gens ne savent pas aujourd'hui quoi faire. Je vous assure, avant-hier, le jeudi, moi j'étais en déplacement dans l'Anzoro où il y a eu l'attaque le mercredi. Mais les gens, on lit ça sur leur visage. Tout le monde est prêt à partir. Parce que, je vais vous dire, les militaires sont arrivés, ils ont trouvé les bandits là dans le village. Mais ils ont tiré pour les effrayer en vue qu'ils se sauvent. Voilà comment la situation se présente. Oui, monsieur Mega, vous avez parlé de bandits, des djihadistes. Finalement, dans la zone, on ne sait pas qui opère. Parce que là, on sait que par le passé, ces bandits, ces djihadistes s'attaquaient plus aux FDS. Mais là, ils ont changé de mode opératoire. Ils s'attaquent plus aux populations civiles. Mais
moi personnellement, de mon propre avis, c'est des bandits. Parce qu'on regarde l'autre mode opérateur. Vous savez, aujourd'hui, ils rentrent même dans les maisons, fouiller, prendre des habits, prendre de l'argent, etc., etc. Est-ce qu'un djihadiste va faire ça? Je ne pense pas, à mon avis. Donc, on regarde leur mode opératoire. Moi, personnellement, je les qualifie simplement de bandits. Maintenant, même si les choses évoluent pour aller du banditisme au djihadisme, c'est possible aussi. Parce qu'il y en a qui profitent de la situation. Entre eux-mêmes, souvent, il y a la guerre qu'ils font. Guerre de positionnement, guerre de leadership. Donc, chasser les autres et puis s'implanter. Donc, l'un dans l'autre, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bon. Parce que, comme vous l'avez si bien rappelé, à un moment, ils s'en prenaient aux cibles militaires. Mais aujourd'hui, non. C'est les civils qui n'ont aucune défense. Ils s'en prennent aux civils. Mais pourquoi? Véritablement, les raisons, c'est ce qui nous pose problème. S'il y a eu des risques, je veux dire des bagarres entre les gens, on peut dire, bon, ils sont venus se venger, mais il n'y en a pas eu. On sait aussi qu'à l'approche de l'hivernage, il y a toujours, ou bien la fin de l'hivernage, il y a toujours le problème d'éleveurs sédentaires, et tout ça, on arrive à circonscrire ça, il n'y a aucun problème, les gens continuent à vivre en symbiose, en parfaite symbiose, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, ce qui fait ça, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Et ils connaissent les gens pour dire que c'est des voisins immédiats qui sont là. Parce que souvent, ils viennent taper à la porte. Tu sors, ils te flinguent tout de suite. Mais je ne sais pas où... Mais tout ça, on peut venir à bout parce que je suis certain qu'ils ne sont pas nombreux. Mais les FDS, ils ne vont pas jusqu'au bout, en tout cas de leur mission. Parce qu'ils sont toujours, ils ne dépassent jamais le village où ces gens-là sévissent. Il faut aller au-delà. S'interposer, comme je l'avais dit hier, entre ces bandits-là et les villageois, se trouver au milieu. Là, on sait qu'en arrière, les villageois les populations sont sécurisées parce qu'il y a les FDS, et les FDS vont faire face à ces bandits. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Quand ils viennent, et maintenant ils viennent en plein jour, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas inquiétés. À un moment, ils ont détruit les antennes de téléphone. Nous sommes arrivés, on a réussi tant bien que mal, avec toutes les difficultés, à les remettre en fonction. Ça marche dans une partie. Avant-hier même à Ziban, on nous a dit qu'ils n'ont pas bien le réseau, ce qui crée aussi un autre problème. Parce que même lorsqu'ils attaquent, quand on n'arrive pas à donner l'information, et ils vont faire ce qu'ils veulent. Voilà un peu le problème. Oui, et Monsieur Léger, dans votre sortie médiatique, vous avez relevé un peu l'origine de ce conflit. On a vu un moment le prélèvement de la zakat qui était un moment qui était caché, mais maintenant c'est devenu une arme maintenant. Oui, vous voyez, effectivement, c'est comme ça que ça avait commencé. Et c'était vraiment tout doucement, comme les bétails sont avec les peuls dans la brousse, n'est-ce pas? Ils viennent là-bas, ils voient le nombre, ils comptent, c'est pour qui, c'est pour X, c'est Y. Et sur chaque bête, là, je crois, c'est 3500 et 3750. S'il y a 10, 100, ils disent, bon, ça fait tant, allez-y dire aux propriétaires. Et les gens, soit ils ont l'argent avec eux, ou ils vendent pour payer. Et ça se passe comme ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est que ceux qui détiennent même les animaux, ils ont trouvé un commerce dedans. Parce que nous avons commencé à les soupçonner. Est-ce que véritablement, on les envoie pour récupérer? Est-ce que ce n'est pas eux-mêmes, comme ils ont trouvé le créneau, est-ce que ce n'est pas eux-mêmes qui font ça? Bref, l'un dans l'autre, ça a évolué. Maintenant, ils viennent eux-mêmes dans les villages, vers la période de Maghrib, n'est-ce pas? Ils viennent, ils ramassent tout ce qui a le gros bouteille. Quand ça c'est fini, maintenant, c'est les petits ruminants, les moutons et les chèvres. Et ça, c'est fini, maintenant, il n'y a que les volailles. Et c'est pour ça que maintenant, ils rentrent dans les maisons. C'est pour ça que nous disons que c'est des bandits, des voleurs. Ils rentrent dans les maisons, prendre des objets, des valeurs, etc., etc. Mais sinon, avant, ils ne s'en prenaient pas aux gens. Oui, oui, M. Meg, si avant, ils ne s'en prenaient pas aux populations civiles, et maintenant, subitement, en une période, ils sont en train de s'attaquer aux populations civiles, est-ce que ce n'est pas dû au fait que maintenant, les populations civiles, ils accusent les populations civiles de ne pas collaborer avec eux, les bandits, mais plutôt qu'elles collaborent plus avec les FDS? Est-ce que ce n'est pas une sorte de représailles? Je sais pas, est-ce que vous avez eu à faire des investigations de ce sens pour savoir c'est quoi le nœud de ce problème? Mais moi, je ne sais pas ce raisonnement-là, mais dans tous les cas,
Et les populations, ils ont des complicités parmi les populations. C'est ce qui est très grave d'ailleurs. Et c'est pour ça que les FDS n'arrivent pas à leur mettre la main dessus. Ils ont des complicités. Dès qu'il y a un mouvement des FDS, ils sont informés. Ils sont informés. Maintenant, c'est normal, même s'il va avoir représailles jusqu'à la dernière personne, parce que les populations collaborent avec les FDS. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus normal que ça. Les FDS sont là pour nous sécuriser, pour notre sécurité. Donc, il n'y a pas mieux que de collaborer avec les autres. Les autres, là, vous collaborez avec eux, ils vont finir avec vous un jour. Parce que le jour où vous déviez un peu, mais ils vont vous tuer. Et ça se passe, nous le savons. Il y en a beaucoup de gens de la zone, n'est-ce pas, qui ont fui. Parce qu'entre-temps, il y a eu des incompréhensions, des malentendus entre eux. Donc, pour sauver leur peau, il faut s'en aller. Il faut s'en aller. Maintenant, les vrais motifs de ces représailles, personnellement, je ne le sais pas. Puisque vous avez dépourvu les gens de leurs animaux. De quoi à manger? Les greniers qu'ils brûlent. Les gens ignorés, les véhicules avec lesquels les gens se déplacent pour aller d'un marché à un autre. Ils ont brûlé ce qui s'est passé la dernière fois dans le département de Banbong. Mais ils veulent quoi maintenant? Que les gens se déplacent. Et une autre raison, il semble-t-il, ils veulent la zone, que ce soit une zone pastorale, ils vont s'asseoir. Et c'est pour ça qu'ils ont pris, si vous voulez, de Tilia, Tawa, jusqu'à Abala, jusqu'à Dori. Ils veulent que ce soit une zone de pâturage où ils vont s'installer, ça n'appartient qu'à eux. Alors que nous avons trouvé nos aïeux même là-bas. Les gens cohabitaient, il n'y avait aucun problème. Et du reste, ils n'ont pas d'animaux. C'est les animaux des sédentaires. On leur confie, il faut le pâturage, il y a ce qu'on leur donne pour la garde de ces animaux. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de phénomènes, dont souvent des choses insoupçonnées, qui rentrent en ligne de compte. Mais il faut tout ça, pour finir avec M. Tikiré, il faut une volonté politique. Notre gouvernance actuelle ne permet pas d'arriver à bout de ces bandits-là. Il faut qu'on le dise. Quand tu as mal, tu vas crier pour qu'on t'entende. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Si un temps soit peu, tout le dispositif militaire ou des FDS, j'allais dire, est déployé dans la région et qu'on voit les résultats, voilà, on va les applaudir, on va leur apporter assistance et autres encouragements pour qu'ils fassent véritablement le travail. Mais tout ça est absent, tout ça n'est pas au rendez-vous. Oui, et dans votre sortie médiatique, toujours, vous avez effleuré un tri ethnique lors de la dernière attaque qui est ici à Bani Bangou, où il y a eu la mort de plus d'une centaine de civils. Et tri ethnique, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que vous en parlez? Alors, très bien, vous le savez, mais comme vous le demandez, je vais vous le dire. Tri ethnique, les informations que nous avons reçues le jour du marché de Bani Bangou, où il y a eu les morts, officiellement le gouvernement a annoncé 58, mais nous avons eu des informations sur lesquelles ça dépasse ça. Les véhicules qui faisaient les marchés, à un moment, au nombre de 4, on les a arrêtés, on faisait descendre les gens. Tous ceux d'ethnie germain, par exemple, on les mettait à l'écart et ce sont eux qu'on a abattus. Les autres composantes, les autres ethnies n'ont pas été inquiétées outre mesure. Et là, ça devient très grave. Ça devient très grave. Il faut que le gouvernement mette tout en œuvre pour voir dénicher les gens qui sont à l'origine de cette affaire, cette corde. Que personne, sensible que personne ne veut toucher. Nous sommes ensemble, on est mariés entre nous, on fait tout, on a des amis. Et si aujourd'hui ça là, ça vient, le Niger, je ne vois pas son avenir. Maintenant, nous sommes en train de calmer les gens. Pour dire, c'est des individus. Ce n'est pas toute une ethnie. Mais on peut dire, ils sont de telle ethnie. Mais ce n'est pas toute l'ethnie. Ça, il faut faire la nuance. Et je vous assure, nous sommes en train de faire la sensibilisation pour que l'esprit de vengeance n'anime pas les gens. Tout à fait. N'anime pas les gens. Moi, je connais beaucoup de notre famille qui sont mariés aux Peuls et autres. Et aujourd'hui, s'il faut s'en prendre, parce qu'on parle des Peuls, ça aussi, il faut le dire. Mais je sais que les bandits, aujourd'hui, il y a toutes les ethnies dedans. Parce qu'il y en a qui trouvent le gain facile. Hein? Ils vendent nos bêtes là, on le partage, on leur donne un peu tout ça là. Mais le tri ethnique, Tikiré, c'est très dangereux. Si on se rappelle de la bataille faite par le feu Kounché par rapport à la corde ethnique,
tout celui qui comprend ne va pas ramener ça dans ce pays. Tout à fait. Voilà, M. Aruna, aussi dans votre sortie médiatique, vous avez parlé un peu des conséquences quand même sur la jouissance des droits des citoyens dans la zone par rapport à cette question d'insécurité qui prévaut et qui prend de l'ampleur. Vous, en tant que comité de ressortissants de la région de Tillabéri, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour venir en appui à ces populations? Bien, d'abord, les conséquences, tout le monde sait, elles sont d'ordre économique et social. C'est clair. Puisque avec l'interdiction des motos de circuler, il n'y a plus de commerce dans une certaine mesure. En campagne, les régions où sévit, en tout cas ces bandits, les écoles sont fermées. Les centres médicaux sont fermés aussi. Les élèves, ils sont là, laissés pour compte. Et ça, ce n'est pas la rentrée là seulement, comme je l'avais indiqué hier. Les conséquences sont énormes. Ce que nous sommes en train de faire, d'abord, notre comité n'a pas les moyens financiers pour venir en aide aux gens. Mais ce que nous sommes en train de faire, et ça nous l'avons fait rien que le jeudi passé, nous sommes, après le départ de la délégation du gouverneur et les autres responsables, nous sommes restés pour nous entretenir avec les populations, leur donner certains conseils, des sensibilisations, des comportements en fait à adopter. Maintenant, le gouvernement, on voit, il amène des choses, ça c'est son affaire, mais nous sommes en train de nous organiser pour voir les bonnes volontés, n'est-ce pas, pour qu'elles viennent en aide à ces populations. Maintenant, il y a un autre problème parce qu'il y a des gens qui se déplacent. Ils se déplacent, ils vont se fixer où? On envisage un peu des camps, des HCR, tout ça, mais ça aussi c'est dangereux parce que nous l'avons dénoncé au niveau du ministère de l'Intérieur. Dans les camps de réfugiés, là, il y a beaucoup de bandits qui se constituent en réfugiés. La nuit ou bien à un certain moment, ils font leur casse, ils reviennent là-bas. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Tant qu'on ne contrôle pas ça bien, vraiment, ce n'est pas la peine d'aller. Du reste, lorsqu'on aura fait ça, beaucoup de gens, même qui ne sont pas menacés, ils vont penser que c'est la joie là-bas. Les gens vont quitter pour regagner le camp. Donc nous sommes en train de travailler. C'est un comité. En tout cas, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire. C'est l'information, c'est la sensibilisation, apporter l'information aux autorités pour qu'elles agissent vite. Dès qu'il y a, en tout cas, les signes précurseurs de leur arrivée, on dit, mais la machine est lourde, toujours c'est le médecin après la mort. Et les droits des hommes que vous dites. Et hier, j'avais interpellé la Commission nationale des droits humains. Lorsque nous savons qu'il y a eu une enquête menée pendant combien de temps par la Commission nationale des droits humains qui a produit un document et sur, soi-disant, 100 morts dans la commune d'Inates. Les tribunaux, je crois, en tout cas le tribunal de Tillabéri a été saisi, etc., etc. Et ils sont morts, non? C'est pour ça qu'il y a eu ça. Mais tous les jours, il y a des morts. Est-ce que la commission a dépêché des gens pour aller voir, poser des questions aux populations? Comment c'est arrivé? Non. Alors, les 2 poids, 2 mesures, là, nous ne pouvons pas l'accepter, nous. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous croyons bien à la commission, mais il faut qu'elle fasse bien son travail aussi. Alors, monsieur Meg, pour votre information, la commission s'est déplacée sur les lieux. Ça, c'est une information que je vous donne, parce qu'elle a fait des communiqués, on a suivi à travers les médias le déplacement du président de l'institution qui est parti dans ces zones qui ont été attaquées par les bandits. Donc, je pense que la commission, elle aussi, elle fait en fonction de ses moyens, tout comme vous aussi, le comité, et vivement pour que les deux parties puissent s'asseoir. La commission, c'est une institution de l'État. En fonction de ses moyens, moi, je ne suis pas d'accord. Elle a bien les moyens. Mais écoute, elle est partie à Banibongo, non? Selon vous, mais après Banibongo, il y a eu dans l'Anzuru. Est-ce qu'elle s'est déplacée? Je sais de quoi je parle. Est-ce qu'elle est partie à Tilia? Je ne sais pas, elle est partie ou pas. Mais c'est des questions... Et c'est des Nigériens qui ont des droits, qui sont en train de mourir. Mais ça, c'est des questions que vous posez. Alors que la commission, elle est là. Vous pouvez vous renseigner pour savoir. Mais je suis sur votre plateau, c'est parce que je sais quelque chose. Voilà. Maintenant, pour finir, par rapport à cette question, M. Mega, on sait bien la situation sécuritaire à Tillabéri, elle est bien critique, comme vous l'avez dit, tout le monde le sait bien. Il y a eu quand même depuis quelque temps la mort de plusieurs centaines de populations civiles, ce qui est quand même très très dangereux. Vous, au niveau de votre comité, qu'est-ce que vous proposez comme mesure idoine afin de faire revenir la paix dans cette zone? Mesure, vous savez, selon nous, il n'y a qu'une seule action qui vaille.
c'est l'action militaire. C'est la seule. Parce que d'abord, c'est des gens qui n'ont aucune revendication. Si c'est des gens qui ont des revendications, comme le gouvernement à l'époque l'a fait avec les rebelles, qui ont bien une revendication, autour de cette revendication, il y a eu des négociations, jusqu'à trouver des accords. Ça se comprend. Mais ceux-là, ils n'ont aucune revendication. Et puisqu'ils n'ont pas de revendication, au regard des actes qu'ils posent, seule la solution militaire est envisageable. On met les militaires avec toute leur stratégie, ils vont finir avec. C'est un groupuscule qui est en train de terroriser le département de Filengue, Abala, Bani Bongo, Walam, Ayoru, Tilaberi, Darugolo, tout. C'est les mêmes gens. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'avant-hier, on a vu plus de 1200 militaires tchadiens. Ils sont venus pourquoi? En renfort, je suppose, au niveau des 3 frontières. Si vous entendez les exactions que ces gens-là font à Terra, même aujourd'hui, j'ai eu des messages ceux qui sont en train de, comment ils sont en train de se comporter sur les populations, et puis ça ne va pas. Nous disons que demain, nous allons saisir les autorités pour leur signifier ça. Ils n'ont qu'à investiguer la véracité de ces informations que nous avons reçues. Donc, Tikere, pour répondre à votre question, il n'y a que la question militaire. Ils tuent froidement. Il faut leur rendre la monnaie de ce qu'ils sont en train de faire. Je vais finir pour dire... Un appel. Oui, quand il y a eu à Chinagoder la fête de Ban Bongoula, j'ai eu le chef de village de Chinagoder. Il m'a dit, ils ont brûlé leur grenier, il n'y a pas de céréales. Les animaux, ils les ont tous emportés. Les véhicules, ils ont brûlé d'eux, ils sont partis avec eux. Donc maintenant, ils n'ont rien. Qu'est-ce qui reste, c'est de quitter. Là où tu n'as même pas de quoi manger, il faut quitter. Il faut quitter. Et c'est ça l'un des objectifs de ces gens-là. Donc il faut que le gouvernement, pour sécuriser les gens, il faut les traquer, les trouver et les tuer. Parce qu'ils ont tué, il faut les tuer. Maintenant, on va les remettre dans les mains des tribunaux. Ça règle nos affaires, nous allons nous faire justice nous-mêmes, wallahi. Si le gouvernement ne prend pas les mesures idoines pour nous mettre à l'abri de ça, les gens n'ont pas le choix que de se défendre eux-mêmes. L'appel que je lance, c'est qu'il faut que tout le monde se mobilise. Nous allons, si le gouvernement le veut, l'aider. L'aider, comment? C'est donner des informations, et les informations sur Wallahi, souvent, dès que les moteurs démarrent, ils viennent avant d'arriver au village, là, nous avons l'information et nous répercutons ça à qui de droit. Mais on prend ça avec légèreté, parce qu'on va dire non, ceux-là, ils nous font ceci ou cela, donc ce n'est pas bon. Donc il faut que les gens soient soudés, solidaires, cohérents entre eux pour faire face, en tout cas, à cet ennemi-là. Prochainement, nous allons donner des mots d'ordre. Ce n'est pas une insurrection, mais c'est contre les bandits. Ceux qui ont peur, là, nos gouvernants là, qui ont peur, ce n'est pas contre eux. Nous, c'est pour que nos paisibles citoyens qui sont en campagne dorment bien, mangent bien. Ce n'est pas autre chose. Nous connaissons les lois et règlements du pays, nous savons comment il faut faire. Mais lorsque les lois et règlements du pays ne sont pas respectés, utilisés à bon escient contre d'autres, ils vont se lever pour se défendre soi-même. Voilà. Merci bien, M. Amadou Harouna Mega. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du comité des ressortissants de la région de Tillabéri. Et l'entretien apporté sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette zone de notre pays est vivement pour le retour de la paix dans l'ensemble de notre pays. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.